Bonjour, on va voir la régulation de l'expression des gènes. Nous avons vu chez les eucaryotes. Aujourd'hui, on va voir comment ça se fait chez les prokaryotes. Là, on va tout simplement voir l'exemple de l'opérolactose. Comment généralement ça se fait pour l'opérolactose? Là, je présente d'abord les pères de la biologie moléculaire qui ont pu élucider cette notion. Il s'agit de Jacob, Loff et Jacques Monod, qui sont généralement les fondateurs de la biologie moléculaire et qui en ont reçu le prix Nobel. Là, il faut comprendre d'abord, quand ils ont essayé d'étudier chez les prokaryotes, ils ont vu que ils ont utilisé les bactéries parce que ce sont les êtres vivants qui sont les plus faciles à étudier. Donc, tout en sachant que la cellule bactérienne est capable d'adapter très rapidement son métabolisme aux modifications de l'environnement. Alors, ils ont fait une culture bactérienne. Alors, la culture bactérienne supposait généralement cultiver les bactéries dans un milieu qu'on a appelé d'abord le milieu A, et ils ont aussi fait un milieu B. Le milieu A, c'est ce qu'on appelle un milieu minimal, c'est-à-dire qui présente du lactose. Et bien, dans un milieu B, ils ont complimenté le milieu, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté, en plus du lactose, ils ont ajouté les acides aminés, ils ont ajouté aussi du glucose. Là, alors, c'était une façon de voir comment ces bactéries, les deux souches qui sont identiques, vont utiliser le lactose présent dans les deux milieux qui sont différents. Et alors, ils ont vu que la présence du lactose parlait déclencher la synthèse des enzymes spécifiques, c'est-à-dire la première, c'est la bêta-galactosidase, qui est une enzyme qui est capable de scinder le lactose en deux sucres, le galactose et le glucose. Et il y a une autre enzyme qu'on appelle la perméase, capable de faire entrer le lactose dans la cellule bactérienne. Nous avons la thiolactoside acétyltransférase, qui est une enzyme impliquée dans la synthèse des autres acides aminés et d'autres constituants de la matière. Et alors, là, les monodes et ses collaborateurs, ils ont pu doser l'activité de la bêta-galactosidase, donc de façon biochimique, cette enzyme qui catalyse la dégradation du lactose. Les découvertes ont été très enchantantes pour la science. D'abord, ils ont découvert que l'activité bêta-galactosidase est présente dans les bactéries qui ont été cultivées dans le milieu minimal, qui renfermait seulement du lactose, mais généralement, cette activité n'était pas présente dans le milieu B, où on a du lactose et donc du glucose et d'autres acides aminés, les 20 acides aminés essentiels. Et alors, c'est à cette manière qu'ils ont pu quand même déclencher un élément important, définir l'opérolactose. C'est-à-dire quoi? L'opérolactose, ils ont vu que pour ces bactéries, il y a maintenant un ensemble de gènes qu'on appelle des gènes de structure. Là, c'est le LAC Z, le LAC Y et le LAC A, une fois exprimés, vont généralement jouer sur la synthèse des enzymes comme la bêta-galactosidase, la perméase et la thiogalactoside transférase, qui sont impliquées dans l'utilisation du lactose par les bactéries. Et bien sûr, ils ont pu remarquer que dans un gène, c'est très important de reconnaître que dans un gène, ce n'est pas seulement la présence des gènes de structure, mais il y a aussi la présence des gènes de régulation. Notamment quoi? Notamment le gène LAC-I, qui est, une fois exprimé, va généralement participer de la synthèse de ce qu'on appelle quoi? Nous sommes là, ça c'est la synthèse de ce qu'on appelle un répresseur. Et là, il y a aussi ce qu'on appelle un promoteur. Nous sommes directement là-bas. Le promoteur, c'est généralement un conducteur de l'expression d'un gène. Et là, nous avons aussi, pour les bactéries, ce qu'on n'en possédait pas pour les cellules eucaryotes, c'est la zone de l'opérateur. Alors, là, ils ont vu que, généralement, pour qu'un gène soit exprimé, le répresseur, qui est synthésé de façon monomérique, nous sommes ici, là, il doit former ce qu'on appelle un tétramère actif, qui doit se fixer sur l'opérateur. Si maintenant, là, on va essayer de voir comment généralement l'opérolactose est
est normalement exprimé. Tout en sachant que le lactose fait partie de ce qu'on appelle les molécules effectrices. Sa présence, là nous avons par exemple l'opérolactose en milieu sans inducteur, c'est-à-dire à l'absence de quoi? À l'absence du lactose. Là, à l'absence du lactose, c'est-à-dire que le gène LAC-I, qui est capable une fois synthétisé, donc plutôt exprimé, doit synthétiser le répresseur qui, dans son état du tétramère, va maintenant se fixer sur la région de l'opérateur. Alors, maintenant, quand le répresseur se fixe sur la région de l'opérateur, c'est-à-dire que généralement, il va y avoir un encombrement. Et l'enzyme responsable de la transcription qu'on appelle l'ARN polymérase ne va jamais se fixer sur le promoteur. Quand maintenant la polymérase ne se fixe pas sur généralement le promoteur, c'est difficile. Là, la transcription ne peut pas se faire. Et quand généralement les enzymes de structure ne vont jamais être transcrits. Et là, comment donc se fait l'induction? Tout en sachant que le lactose a une affinité pour la protéine LAC-I. Pourquoi? Parce que la protéine LAC-I possède ce qu'on appelle des sites allostériques. Les sites allostériques, c'est-à-dire une fois que le lactose se fixe sur cette protéine, il va provoquer un changement de structure tridimensionnelle de la protéine pour généralement changer sa conformation. Et alors, c'est ça ce qu'on appelle l'induction. En présence donc du lactose, cette fois-ci, là, le lactose va se fixer sur un site allostérique empêchant au répresseur de former ce qu'on appelle le tétramère. Et quand le tétramère n'est pas bien formé, il ne sera pas capable de se fixer. Nous sommes là, il ne va jamais se fixer sur l'opérateur, ce qui donc va donner, le promoteur et l'opérateur sont libres, ce qui va donner la chance à l'ARN polymérase de se fixer sur le promoteur et donc induire quoi? La transcription de l'opéro. Là, c'est ça en fait la machine qui joue sur l'utilisation du lactose. Là, je ne devrais pas quand même terminer cette séance sans expliquer ce qu'on appelle quoi? Les mutations constitutives. Alors, imaginez, bon, le gène LAC-I et donc la structure de l'opéro, ils ne font pas partie, sauf la structure de l'opéro. Donc, mais le gène LAC-I ne fait pas partie de l'opéro. Mais quand même, supposons une imitation qui se passe au niveau de quoi? Au niveau, normalement, nous sommes ici, une imitation qui se fait au niveau du gène LAC-I. C'est-à-dire, il va y avoir une synthèse d'un répresseur qui est mité. Un répresseur qui est mité ne va jamais se fixer sur quoi? Sur la région de l'opérateur. Alors, ça donne toujours une chance à l'ARN polymérase de se fixer sur toujours le promoteur. Même à l'absence de quoi? Même à l'absence de l'inducteur qui est le lactose. Ça, c'est pour dire qu'à chaque fois, il va y avoir une transcription de l'opéro. La même chose. Si par exemple, la région de l'opérateur a été imitée, ça signifie que, tout simplement, bien que le répresseur est en bonne condition, bien synthétisé, il ne va jamais se fixer sur un endroit qui n'est pas correct, ce qui, bien sûr, déclenchera une action similaire à la précédente, c'est-à-dire toujours l'ARN polymérase aura toujours les capacités de se fixer sur la région du promoteur et déclencher ensuite tout simplement la transcription de l'opéro. Et je vous remercie de votre aimable attention. Prêt pour le prochain cours, parce que là, on va parler d'un autre type d'opéro qu'on appelle l'opéro tryptophane, qui généralement est différent de l'opéro lactose. Merci.